Depuis des millions d'années, les roches forment le socle sur lequel l'humanité évolue. Omniprésente, la pierre est la mémoire de notre planète. Ce voyage à travers le temps et l'espace sera plein de contrastes. Vagues pétrifiées, palais ciselés, colosses de granit, étendues de basalte noir et montagnes qui crachent du feu. Rouler au-dessus des nuages, c'est un peu comme voyager dans un autre monde. Une expérience féerique qui pour moi devient réalité sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Le soleil couchant, un océan de watts. L'Observatoire Gemini est géré par 6 pays, dont le mot d'ordre est partenariat et non concurrence. L'atmosphère du lieu est unique en son genre. Nuit après nuit, 12 télescopes scrutent l'univers, guettent le moindre signe de vie, dans l'espoir de pouvoir un jour répondre à ces questions. Sommes-nous seuls dans l'univers? La vie existe-t-elle ailleurs? Ce n'est pas la première fois que je traverse l'Arizona. Pas la première fois non plus que je passe devant ce panneau « Météore cratère ». Mais je n'avais jamais pris le temps de m'arrêter pour une visite. Je n'avais pas vraiment idée de ce que je manquais. L'endroit vaut bel et bien le détour. Le cratère est immense, impressionnant. Tout le centre-ville de San Francisco pourrait y tenir. C'est du moins ce que l'on dit ici. Bienvenue dans mon jardin. Si vous aimez les gros trous dans le sol, le grand air et le désert, alors vous êtes au bon endroit. Eduardo accompagne un groupe de touristes au bord du cratère. On pense que la chose s'est produite il y a environ 50 000 ans. Selon la théorie actuelle, la météorite est arrivée de l'Est avec un angle de 60 degrés et à la vitesse incroyable de 42 000 km/h. La météorite elle-même s'est presque entièrement disloquée. Elle s'est fragmentée, a fondu, s'est vaporisée avant de se désintégrer. La thèse d'un cratère d'impact écartant définitivement celle d'une origine volcanique n'est établie que depuis 1969. L'onde de choc aurait détruit instantanément toute forme de vie dans un rayon de 4 km. Cette chute s'est produite il y a 50 000 ans, autant dire hier à l'échelle des temps géologiques. Persuadé que les profondeurs du cratère renfermaient une énorme météorite ferreuse, l'ingénieur Daniel Moreau-Baringer avait acheté le site les yeux fermés.
Cet homme était en avance sur son temps. Des dollars plein les yeux, il retourne à Philadelphie, fonde la Standard Iron Company, sollicite les droits d'exploitation de 4 terrains, s'occupe de toute la paperasse nécessaire à l'obtention du titre de propriété du cratère, puis revient ici chercher la météorite. Il pensait qu'elle était aussi grosse que le cratère lui-même. Son idée était de faire fondre le fer qu'elle contenait pour le vendre à la compagnie des chemins de fer. Mais en tant que scientifique, il voulait aussi prouver que c'était un cratère d'impact et que ce type de phénomène pouvait bel et bien se produire. Car pour les gens de l'époque, l'idée que des pierres puissent tomber du ciel était tout aussi inimaginable que celle de marcher sur la Lune. C'est finalement le programme Apollo qui donnera au cratère Barringer ses lettres de noblesse. La NASA décide en effet d'y entraîner ses hommes. Si lors de la formation d'un cratère d'impact, l'intérieur est projeté vers l'extérieur, alors sur la Lune, les astronautes n'auront pas besoin de creuser. Il leur suffira de ramasser les pierres qui entourent les cratères. Il y a toujours des sceptiques, mais je pense qu'aujourd'hui, 99% des gens sont convaincus que ce cratère a été formé par une météorite, et surtout que ce genre d'impact peut se reproduire. Ce qui est effectivement le cas, mais la plupart du temps avec des conséquences bien moins désastreuses, causées par des météorites et non de gigantesques astéroïdes. Quand j'étais petit et que je regardais le ciel, ma mère, qui était très croyante, me disait toujours « Là-haut, c'est le ciel. C'est là qu'habite le bon Dieu. C'est là-haut qu'on va quand on meurt. » Aujourd'hui, je crois toujours en Dieu, mais quand je lève les yeux, je ne vois pas seulement le ciel. Je vois les étoiles, les météorites, les astéroïdes, la galaxie et la Lune. Et je sais que là-haut, il y a bien plus que le ciel au sens biblique du terme. Explorer du doigt un fragment de cette météorite baptisée Canyon Diablo, c'est comme une chance unique de caresser le ciel. Les météorites, les pluies de météores et les étoiles filantes ont toujours fasciné l'homme. Qu'y a-t-il là-haut que nous ne connaissons pas? Ces pierres tombées du ciel sont comme des preuves tangibles d'un autre univers. Et parfois, on arrive à les trouver. Mais d'abord, c'est un hôtel où passer la nuit que je dois dénicher. L'endroit semble abandonné. Le professeur Lawrence Garvey, spécialiste des météorites, va me donner un petit cours de terminologie et m'expliquer la différence entre une chute et une trouvaille. Pour les scientifiques, les chutes sont ce qu'il y a de plus précieux, car les météorites sont pour ainsi dire toutes fraîches. Elles viennent tout juste de tomber sur la Terre, quelqu'un les a vues, ou alors plusieurs personnes ont observé une grosse boule de feu qui a explosé dans la haute atmosphère. Ce genre de phénomène se produit partout dans le monde, de façon aléatoire, 8 ou 9 fois par an. Le terme de trouvaille, en revanche, désigne les météorites que l'on trouve tout simplement au sol. Personne ne les a vues tomber, mais quelqu'un a fini par tomber dessus. Nuit porte ouverte à l'Université d'État d'Arizona. Une fois par an, le grand public peut ainsi toucher des météorites et faire tester les pierres qu'il a trouvées pour savoir si elles viennent de l'espace ou non. Les tests sont réalisés par le professeur Garvey. À ses côtés, Ruben Garcia, un autodidacte. Je les ai mises là-dedans. On va les examiner une par une.
Je suis tout excité. Le scientifique va chercher à savoir si la pierre contient du fer et du nickel. Regardez un peu comme elle est belle et bien brillante. Mais on peut encore voir les traces de polissage. Maintenant, on va plonger la pierre dans une très faible solution de nitrate et d'alcool. Si elle noircit, ça indiquera qu'il s'agit de fer fabriqué par l'homme. Et sinon, vous aurez peut-être découvert... Non, je ne crois pas que... Non, ce n'est pas une météorite. Les météorites ne deviennent pas aussi noires. On peut être pratiquement certain que ce n'est pas une météorite. Désolé, ce n'est pas une météorite. On a fait tous les tests et on peut vous assurer que vous avez là un beau fragment de fer produit industriellement. J'ai promis de ne pas m'énerver. Vous n'allez pas vous mettre en rogne? Non. Ok, merci en tout cas de nous l'avoir apporté. Pavel Rockdell est déçu. Sa météorite n'en est pas une. Larry Zimmer, en revanche, a fait une vraie trouvaille. À sa grande surprise et pour sa plus grande joie. Quand on observe cet échantillon à la lumière et qu'on le tourne un peu, on voit très bien tous les petits éclats de fer et les petits condres sphériques. C'est une très belle météorite. Et c'est vous qui l'avez trouvée, non? Mais oui. Merci d'être venu. Retournez donc dans le désert et trouvez-en d'autres. La science des météorites est toute récente, mais elle est étroitement liée à la géologie, la science de notre Terre. Au début de mes études, j'ai réalisé que ce qui me fascinait vraiment, c'était de savoir comment la Terre fonctionnait en tant que planète. Et puis j'ai compris que je n'avais pas envie de me limiter à la Terre, parce qu'il y a tout un système solaire autour, une multitude de planètes à étudier. Car au fond, les grandes questions qui nous occupent sont « Qu'est-ce qui a fait que nous sommes là? D'où venons-nous? Quelles sont nos origines? Quel sera l'avenir de notre planète ?» Or, l'étude de ces différents fragments de pierre nous permet de nous approcher des réponses à ces questions. En fait, nous essayons tout simplement de répondre aux plus grandes questions de l'humanité. Ne sommes-nous vraiment que des poussières d'étoiles? De quoi sont constituées les météorites? Comment être sûr que la pierre que j'ai entre les mains est vraiment une météorite? Si elle contient du fer riche en nickel, alors on peut en être certain, car ce sont les principaux constituants des météorites ferreuses. En revanche, si l'on est en présence de quelque chose qui ne ressemble pas à une météorite, mais plutôt à une roche volcanique à grains fins, là, le test ultime consiste à chercher si l'échantillon contient des isotopes radioactifs qui se seraient accumulés lorsqu'il se trouvait hors de l'atmosphère terrestre. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui se passe dans l'espace. Dans la galaxie circule une multitude de rayons cosmiques de haute énergie, des sortes de minuscules projectiles qui bombardent littéralement les roches en suspension dans l'espace. Ces protons produisent des isotopes d'éléments qu'on ne trouve pas en grande quantité sur Terre. Les météorites sont composées de quelques minéraux primaires, comme l'olivine par exemple. L'olivine est le principal minéral entrant dans la composition des météorites pierreuses. Le pyroxène, le ferronickel et l'olivine sont les composants majeurs de ces météorites. Peut-on en savoir plus sur ce minéral fascinant? L'olivine constitue une sorte de frontière entre le noyau d'un astéroïde qui a fondu et le manteau silicaté en surface. C'est la couche intermédiaire, l'interface entre le noyau et la croûte de ce qui était à ce moment-là un astéroïde. C'est du moins l'une de nos théories. Mais regardez un peu la différence entre ces deux fragments. Celui-ci contient des petits cristaux ronds, tandis que dans celui-là, de gros fragments anguleux d'olivine sont enchâssés dans cette magnifique matrice métallique. Celui-ci a donc certainement été soumis pendant longtemps à des températures très fortes, qui ont fait se rétracter l'olivine. La deuxième chose remarquable dans ces météorites, c'est cet incroyable kaléidoscope de couleurs. On dirait des vitraux. Quand on regarde à travers, on peut voir de magnifiques cristaux d'olivine, d'un beau vert sombre qui constelle tout l'échantillon. C'est très inhabituel. Très peu de palasites présentent d'aussi beaux cristaux, à la fois opaques et transparents. Dans Les Pierres du ciel, le poète Pablo Neruda écrivait
Tu es tombé tout droit du ciel. Tu es les yeux de l'éther. Le géologue se transforme en magicien et m'entraîne dans le monde merveilleux de la science. Accompagné de Ruben, le géologue m'emmène ensuite à la chasse aux météorites, dans une zone du désert de Sonora qui n'est pas sans danger. Ils sont équipés de clubs de golf pourvus d'aimants, de guêtres anti-serpents, d'armes à feu à la ceinture et pour Ruben, un foulard pour protéger son visage de la morsure du soleil. Regarde. Fantastique, non? Pas mal. Ça pourrait bien en être une. On va l'emmener au labo. Ok. En tout cas, elle reste collée. On va l'emmener et on l'examinera plus tard. Ok, je la garde. De retour chez lui à Scottsdale, Ruben entreprend de scier une météorite. Un peu comme une huître dont on chercherait à arracher la perle. Ruben m'introduit dans le monde des chasseurs et des marchands de météorites. Il connaît leurs valeurs et sait pourquoi elles sont si convoitées. Il peut aussi répondre à la question qui me taraude, pourquoi détruire ces météorites si précieuses en les découpant ? On découpe une météorite pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vraie beauté, le côté magique, se trouve à l'intérieur de la pierre. Donc, l'ouvrir permet de découvrir sa face cachée. La deuxième raison, c'est que les météorites font partie des rares choses au monde qui prennent de la valeur une fois ouvertes. Après découpage et polissage, une météorite que j'aurais peut-être achetée $1 le gramme pourra valoir entre 5 et $10. J'ai donc poli les bords, et maintenant je veux faire apparaître la structure cristalline qui est à l'intérieur, pour révéler la beauté de la météorite. Donc, je vais utiliser de l'acide, un mélange très faible d'alcool et d'acide nitrique. Et très vite, la structure cristalline va apparaître. Aucun autre type de fer ne réagit comme celui contenu dans une météorite. Si vous traitez du fer fabriqué industriellement à l'acide, il deviendra noir et c'est tout. Mais pas les météorites. Au contact de l'acide, ces pierres qui viennent de l'espace révèlent des structures extraterrestres. L'acide fait apparaître des polygones, des lamelles ou des lignes. Les fameuses figures de Widmanstätten sont aussi multiples que les météorites ferreuses elles-mêmes. Parfois, elles ressemblent à des plans de ville ou à des cartes, comme si elles indiquaient la route à suivre vers un autre univers. Mais comment Ruben est-il entré dans le monde des météorites sans formation scientifique ?
C'est une histoire un peu dingue, parce qu'avant j'étais musicien, je composais des chansons. Et un jour où j'étais assis sur mon canapé en train de gratter ma guitare, j'ai vu à la télé un homme qui fouillait le désert avec un détecteur de métaux. À un moment donné, il s'est baissé, a ramassé une météorite et a dit « Bof, elle ne vaut pas grand-chose celle-là, peut-être dans les 2000 $. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher moi aussi des météorites. Et 2 semaines plus tard, j'ai trouvé la première. L'un des fils de Ruben l'aide à gérer les affaires courantes. On a reçu une commande par la poste. Elle est ici. J'aimerais que tu te charges de l'emballer et de la poster, d'accord? Parfois, ça peut prendre des mois et même des années. Trouver une météorite, c'est tout sauf simple. Dans le monde entier, nous ne sommes qu'une vingtaine à pouvoir vivre de ça. Ces minuscules météorites, baptisées Black Beauty, sont très rares. Et c'est ce qui les rend aussi précieuses. Elles sont rares car ce sont des météorites martiennes qui ne rentrent dans aucune des catégories déjà classifiées. Elles contiennent 10 fois plus d'eau que les autres météorites martiennes connues. Donc forcément, il y a des répercussions sur leur valeur. Cette petite météorite ne pèse qu'un demi-gramme, mais j'évalue son prix à 3 000 $. Le plus gros exemplaire est estimé à 10 000 $. Donc, dans ce cas précis, la rareté est vraiment synonyme de valeur. Signe d'un autre monde ou message adressé à un autre monde. Au sol, on ne les remarque presque pas. C'est sans doute la raison pour laquelle ils n'ont été découverts qu'en 1932 par un pilote qui survolait la région. Le mystère des 6 géoglyphes situés près de Blythe en Californie n'a toujours pas été élucidé. Certains disent qu'ils ont entre 450 et 2000 ans. D'autres qu'ils ont été façonnés par un de nos contemporains, un petit farceur qui doit bien s'amuser à nous regarder chercher une explication. En Amérique, une communauté de chasseurs de météorites suit leur chute en temps réel et en réseau. Mike Henke de la Société américaine des météores va nous expliquer le fonctionnement de l'application qu'il a mise au point. Ce développeur de logiciels est aussi passionné d'astrophotographie. En 2009, son cliché de la météorite de Mason-Dixon a fait le tour du monde. Grâce à l'application de Mike, toute personne ayant vu une météorite dans le ciel peut partager son expérience avec les autres utilisateurs du logiciel. L'application suit pas à pas le compte-rendu des témoins. Et ceux qui veulent savoir d'où vient la météorite peuvent poursuivre leurs recherches avec la plateforme 3D. Pour Mike, il est important d'alimenter l'enthousiasme du grand public pour la science et la technologie, car très souvent, c'est grâce aux astronomes et aux astrophotographes amateurs que les pierres de l'espace sont retrouvées.
Nous disposons d'applications très pointues qui nous permettent d'enregistrer ce que les gens voient. Ces applications mobiles mesurent avec précision ce qui se passe dans le ciel. Nous avons aussi tout un réseau d'opérateurs qui surveillent les images enregistrées par des caméras All Sky. Si bien que lorsqu'une météorite tombe, nous connaissons très précisément son azimut, son angle d'élévation, sa trajectoire et même sa vitesse. Grâce au radar Doppler, on peut la localiser et même trouver la chute. Lorsque Mike rêve à l'avenir, il voit des caméras All Sky installées sur tous les toits. Mais pour l'heure, il doit encore s'en remettre à des spécialistes comme l'astronome Peter Jenniskens. La météorite de Sutter's Mill s'est désagrégée dans un fracas assourdissant juste avant de tomber. Et on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un gros morceau. Ça s'était produit à 3 heures de route seulement de chez moi. C'était très excitant. On a immédiatement cherché à savoir où la météorite avait bien pu atterrir. Les premiers indices nous ont été fournis par les observations visuelles que Mike avait recueillies. Beaucoup de gens avaient signalé avoir vu cette chose entrer dans l'atmosphère terrestre, ce qui pour nous est très intéressant, car cela nous aide à déterminer d'où cette météorite venait. Des scientifiques décident de survoler la zone de dispersion en ballon dirigeable. La NASA monte à bord. Peter, qui avait déjà dirigé ce genre de recherche, coordonne les investigations. On a vraiment vécu un grand moment ensemble. Tout le monde est venu à Sutter's Mill pour participer aux recherches. Pendant quelques semaines, c'était comme une nouvelle ruée vers l'or. C'était phénoménal. Le premier fragment de météorite est trouvé par Robert Ward. Beaucoup d'autres suivront, faisant ainsi le succès de Sutter's Mill. Cette météorite faisait partie de la catégorie très spéciale des chondrites carbonées, qui sont apparentés aux comètes de la famille de Jupiter. C'est ce type de corps célestes qui ont apporté sur Terre le matériau dont sont composés les humains. Mike, lui aussi, a trouvé l'un de ces fragments tant convoités. Quelques minutes seulement après avoir trouvé ma Sutter's Mill, j'ai ressenti le besoin de la confier à un musée où beaucoup de gens pourraient l'admirer, car je savais que c'était quelque chose de très exceptionnel. Bienvenue à l'Observatoire Griffith. Voici mon fragment de la météorite de Sutter's Mill. J'aimerais vous l'offrir. Merci beaucoup. Au nom de l'Observatoire Griffith et au nom des millions de personnes qui vont pouvoir admirer ceci dans notre section météorite californienne. Je vous en suis très reconnaissant. C'est fantastique. De rien. Ça me fait vraiment plaisir. Tucson, Arizona. C'est ici que vit Bob Hague, le plus célèbre de tous les chasseurs de météorites. Ce milliardaire possède la plus grande collection privée de météorites au monde et il nous a autorisés à la filmer. Pour Bob, les météorites sont une chance unique de toucher l'univers du doigt sans avoir à quitter la Terre. Sans compter que ces visiteurs de l'espace, comme il les appelle affectueusement, nous aident à comprendre tout le système planétaire, et pas seulement la Terre où nous vivons. Dans le milieu, Bob est surnommé Météorite Man, et sa passion a fait de nombreux émules. Je n'aurais jamais cru que les météorites deviendraient aussi populaires. Mais ces pierres sont ce qu'il y a de plus cool au monde. Et c'est pour ça que je dors au-dessus d'elles. Parfois, la nuit, je descends les voir. Je leur parle et elles me répondent. C'est super. J'adore ces pierres. Elles sont mes amies. Les pierres ont toujours fait partie de mon quotidien. Mais mon cœur regardait vers les étoiles. Quand j'ai commencé à me documenter sur les météorites, tout ce que je savais sur les pierres, je l'ai appliqué aux pierres du ciel. Et ça a marché.
J'ai constaté que les gens qui achètent des météorites sont des personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles. Ils aiment les coquillages, les formes géométriques. Ce sont des gens qui s'intéressent aux étoiles, à l'histoire naturelle, à des choses comme les cristaux, tout ce qui se rapporte à la Terre. Et grâce aux météorites, ils peuvent tenir un bout du ciel entre leurs mains. À l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser aux météorites, j'ai lu tous les livres sur le sujet. Mais les documents que je trouvais dataient souvent des années 30, comme les travaux de Neininger par exemple. Je ne trouvais rien de contemporain sur les météorites. La recherche semblait être allée jusqu'à un certain point avant de s'arrêter d'un coup. Mais au fil de mes lectures, j'ai réalisé qu'il y avait plein d'endroits où l'on pouvait chercher des météorites. Et j'ai donc décidé d'y aller pour trouver ce qui était tombé du ciel il y a 20 ou 30 ans. J'ai promis des récompenses, utiliser les médias, imprimer des tracts, passer des annonces à la radio comme dans cette petite ville mexicaine. En Australie, je faisais du porte-à-porte. Et je proposais aux gens de leur acheter leurs pierres. Et quand j'arrivais à en acheter, peu importe le prix, je gardais les plus belles pour ma collection et je revendais les autres pour en tirer des bénéfices. Je repars à la chasse aux météorites, cette fois-ci avec Bob et Robert Ward, en espérant que le succès sera au rendez-vous. Je me demande de quel bois sont faits les chasseurs de météorites. Leur activité est-elle un métier, une vocation ou un simple passe-temps? Hey, salut toi! Ça fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que c'est grand ici? Ça, c'est sûr. On va donc partir d'ici. Les instruments sont prêts, les véhicules aussi. Alors je pense qu'on a de bonnes chances de la trouver, cette météorite ferreuse. C'est la première fois qu'on essaie de mettre nos connaissances en commun tous les deux. On va passer cette région au peigne fin pour trouver d'autres fragments de la météorite de Tucson. C'est un peu comme la légende de la mine d'or du Hollandais perdu, mais version météorite. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas où exactement. Un gros morceau percé a déjà été retrouvé, ainsi qu'un autre de forme allongée. On sait qu'il y en a encore un. Il existe des photos de ce fragment, mais il a été perdu quelque part dans la région de Tucson. Et il y en a sûrement d'autres encore. La météorite ferreuse de Tucson a été découverte ici au début du XVIIIe siècle. On pense que les Indiens savaient où elle était. Et puis les Espagnols sont arrivés, ils ont trouvé ce cercle parfait, l'ont ramené à la petite ville de Tucson à dos de mulet et s'en sont servis d'enclume pour forger des fers à cheval, ce genre de choses. Elle a ensuite été transportée jusqu'à Guaymas, puis au musée Smithsonian. Grâce à d'anciens documents, notamment des cartes, nous savons qu'elle a été trouvée dans cette région, mais nous ignorons où exactement. C'est pour ça qu'on doit continuer à chercher. Bon, tu es prêt? Alors en route pour le désert. Suis-moi. Les chasseurs de météorites vivent leurs rêves et n'ont peut-être pas toujours les deux pieds sur terre. Mais quoi de plus normal finalement quand on rêve de décrocher une étoile? C'est une région très dangereuse. Récemment, une boule de feu a atterri ici, en Arizona. Et notre équipe est tombée à plusieurs reprises sur des passeurs de drogue. Ici, non seulement il faut faire attention aux trafiquants, mais aussi à la police qui parfois nous prend pour des passeurs de drogue. Et en plus, il y a des serpents à sonnette et des pumas. La route a été longue, mais ça vaut le coup. On a ratissé toutes les collines, mais pas vraiment cette zone. Donc on va y jeter un coup d'œil. Depuis la nuit des temps, l'homme attribue aux objets qui tombent du ciel des forces magiques, des pouvoirs extraordinaires. Mais le plus intéressant dans ces trésors, car les météorites sont des trésors,
c'est qu'ils n'appartiennent pas au pays où ils tombent, puisqu'une météorite ne vient pas de tel ou tel pays, elle vient du ciel. Ah, du fil de fer! Quand on part à la chasse aux météorites et qu'on ne trouve rien, ça n'intéresse personne. Mais si quelqu'un trouve une météorite, une dont la valeur est inestimable, là, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Et personne n'est épargné par la police, la corruption ou les deux. Au sultanat d'Oman, mon partenaire de l'époque et moi, on a été arrêtés dans le désert. On a été transférés au centre d'interrogatoire de Kouroum et on a été interrogés plusieurs jours d'affilée. Dans une petite pièce pleine de sang, ils m'ont posé des questions du genre « Vous avez peur ?» Moi, bien sûr que j'ai peur. Mais de quoi vous avez peur? J'ai répondu, je ne sais pas pourquoi je suis ici et ce que vous comptez faire de moi. Après quoi, ils m'ont ramené dans ma cellule. J'étais allongé par terre, mon cœur battait moins fort. J'avais un peu repris du poil de la bête et je commençais même à me dire qu'ils allaient me laisser rentrer chez moi. Quand tout d'un coup, j'ai entendu un gémissement. J'ai d'abord pensé que c'était un des chiens de garde ou quelque chose comme ça. Mais un peu plus tard, quand les gémissements, les pleurs et les cris se sont calmés, j'ai compris que c'était ceux d'un être humain. Robert s'est créé son propre paysage. Chez lui, la roche est partout, dans son jardin, contre les murs de sa maison et même dans son salon. C'est quasiment mon jardin. Quand je suis à la maison, je viens tous les matins ici. Je fais une petite promenade et je profite de la vue. Je n'ai qu'à pousser la porte de chez moi pour être en pleine nature. Robert a été élevé par des parents adeptes de safari en Afrique. Ils accrochaient des trophées des animaux empaillés dans la chambre de leur fils. La nature sous contrôle. Aujourd'hui, le centre névralgique de la maison de Robert est une pièce où trônent les météorites qu'il a rapportées. J'ai acheté ce terrain en l'an 2000, à cause des blocs de pierre et du panorama qu'il y avait ici. Quand la maison a été construite, j'ai fait couler la dalle autour des rochers. Ces concrétions rocheuses font donc partie intégrante de la maison. J'ai toujours voulu vivre entouré de pierres, donc ici c'était l'endroit idéal pour construire la maison de mes rêves. En plus, ces rochers font un super présentoir pour ma collection de météorites. On ne voit pas ça partout. Comme beaucoup de chasseurs de météorites, Robert vient d'une famille de minéralogistes. Mais pourquoi les météorites? C'était le jour de mes 10 ans. J'étais dans l'allée qui menait à la maison de mes parents à Bullhead City, et là, j'ai vu une grosse météorite venir vers moi. J'ai reconnu une sorte de petite queue derrière elle, et j'ai vu le plasma qui l'entourait commencer à se dissiper en entrant dans la couche inférieure de l'atmosphère. Et puis très vite, c'est devenu un objet rougeoyant qui petit à petit a viré au noir. Avec le refroidissement de la croûte de fusion, j'ai même pu voir les creux et les bosses de la météorite. Quelque chose qui venait de l'univers était tombé à une trentaine de kilomètres de chez moi. C'est ça qui a déclenché mon intérêt pour les météorites. Un intérêt qui est devenu la passion de toute une vie, puisque je sillonne le monde entier à la recherche de ces pierres de l'espace. Voici l'une des pièces les plus extraordinaires de ma collection, la Dhofar 1428. C'est une météorite orientée, c'est-à-dire qu'en traversant l'atmosphère, elle n'a pas tourné sur elle-même, elle a gardé une trajectoire stable. Ça explique ces sortes de lignes qui partent du bord d'attaque. Quand elle a traversé l'atmosphère, cette météorite était totalement stable, comme une balle de revolver, si bien que sa surface a subi une ablation très régulière. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Il est plutôt rare qu'une météorite de taille considérable tombe en zone habitée. Mais en février 2013, une pluie de météorites a fait près d'1 millier de blessés en s'abattant sur la ville de Tcheliabinsk, en Russie. Grâce au smartphone, des vidéos du phénomène circulaient sur la toile quelques secondes plus tard.
Cette nuit-là, j'ai bien cru que mon téléphone allait exploser. Tout le monde m'appelait pour me dire qu'une chute extraordinaire de météorites venait de se produire en Russie. Les fenêtres avaient volé en éclats. Les gens en étaient tombés par terre. C'est comme ça qu'on a su que quelque chose de vraiment énorme venait d'arriver. Dans un premier temps, les gens ont été terrifiés. Ils pensaient qu'ils étaient attaqués ou quelque chose comme ça. Dans 8 villes différentes, près d'une fenêtre sur 2 a été brisée. Au début, tout le monde était sous le choc. Mais quand les gens ont appris qu'il s'agissait d'une météorite, tout le monde est sorti pour chercher des fragments. Des centaines de pierres ont effectivement été trouvées. On a assisté à la plus grande chasse aux météorites de tous les temps. Et moi, j'ai vécu une expérience incroyable. J'étais là quand la neige a fondu et on a ratissé tous les champs pour ramasser les fragments. J'ai eu la chance de trouver 19 pierres d'un peu moins de 3 kilos. Chaque année en août, les Perséides, également appelées les larmes de Saint-Laurent, illuminent le ciel. Je décide de partir pour le désert. Après les météorites, je veux voir la pluie d'étoiles filantes. Et peut-être même attraper un petit bout de ciel. Si vous demandez aux gens ce qu'ils aimeraient savoir sur l'espace, ils vous répondront certainement tous en chœur « Est-ce qu'il y a de la vie là-haut » ou « Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers » C'est le genre de questions auxquelles la recherche et l'exploration de l'univers contribuent à répondre. Des missions spatiales comme le projet Kepler montrent qu'il existe beaucoup de planètes semblables à la Terre, où les conditions sont propices à la vie. D'un point de vue purement statistique, moi je pense qu'il y a de la vie là-haut. On ne l'a pas encore trouvé, mais je suis sûre que tôt ou tard, on y arrivera. Meenakshi Wadi a bon espoir. Et finalement, moi aussi.